projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Notre invité du jour, Valentin Mbozo, est sans doute l'un des meilleurs experts africains du numérique et de ses applications dans les domaines bancaires et de la monétique. À la tête depuis 10 ans du GIMAC, le groupement interbancaire monétique de la CEMAC, il veut faire entrer le digital dans tous les foyers africains avec des systèmes simples et sécurisés pour les transferts d'argent et les cartes de paiement. Au départ, il y a quelques années, la carte était une affaire élitiste. Il n'y a pas longtemps que la carte est devenue un outil, monsieur tout le monde, même ceux qui n'ont pas de revenus, ils peuvent avoir une carte. Les banques africaines ont le vent en poupe et elles cherchent à s'adapter pour résister à la concurrence de la finance mobile. L'accès aux services financiers, le coût peut paraître élevé quand on regarde le niveau de vie de la population. Cap sur Djibouti et ses câbles sous-marins de fibres qui relient l'Afrique. Ils sont un atout déterminant aujourd'hui pour faciliter les paiements par téléphone. Il y a tellement de services innovants à mettre en place. Le besoin est là. Il faut des secteurs privés pour mettre en place ces services. Le marché bancaire africain continue son expansion avec plus de 300 millions d'Africains détenteurs d'un compte. Le continent est déjà le deuxième marché mondial en termes de rentabilité et de croissance, mais la sous-bancarisation de la population reste un enjeu, de même que les applications mobiles bancaires qui contraignent les banques traditionnelles à se réinventer. Explication avec ce reportage de David Thiombiano, Aboubakar Mounchili et Jérémy Koulibaly. Si tu ne gagnes pas beaucoup pour aller déposer dans un compte, ce qui reste ne suffit pas pour se nourrir. C'est pour cela que je n'ai pas de compte. Je cultive, je gagne, mais ce n'est pas beaucoup. Selon une étude mondiale de Global Findex, le nombre de personnes ayant un compte bancaire a progressé de 20% entre 2011 et 2015. Une augmentation due en grande partie au boom que connaît l'Afrique subsaharienne avec plus de 40% grâce à l'accélération de l'ouverture de nouvelles agences sur les territoires. Près de 30 000 en 4 ans. Malgré ces bonnes nouvelles, le problème de la bancarisation en Afrique subsaharienne reste entier. 10 à 15% seulement de la population de plus de 15 ans dispose d'un compte bancaire. Globalement, on reproche aux banques de ne pas prendre suffisamment de risques et d'appliquer des taux d'intérêt les plus élevés au monde alors qu'elles coulent sur des surliquidités, de l'argent libre d'utilisation qui pourrait servir à financer des projets et des investissements pour des industriels, des PME ou des particuliers. Historiquement, il y a quand même une méfiance vis-à-vis du système bancaire. Dans certains pays, les banques ont fait faillite. La deuxième explication, il faut le dire aussi, c'est que l'accès aux services financiers, le coût peut paraître élevé quand on regarde le niveau de vie de la population. Avec un tel constat, la Banque africaine se positionne encore loin des objectifs de l'inclusion financière, désormais vu comme un enjeu mondial de lutte contre la pauvreté, au même titre que l'accès à la santé, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Dans ce domaine, ce sont les institutions de microfinance qui pallient l'absence des banques classiques. Elles font la différence avec des innovations qui permettent d'offrir des services avec des coûts adaptés aux moyens des plus pauvres. Nous sommes avant tout une coopérative d'épargne et de crédit. Tout le monde est actionnaire. J'ouvre mon compte. Le fait de mettre les 1000 francs à la disposition de la Caisse populaire comme capital social, je participe à la prise de décision. La sous-bancarisation est aussi visible par la masse de billets qui circulent dans tous les pays, alors que selon les directives même des banques centrales, tout paiement au-dessus de 100 000 francs CFA devrait se faire par chèque ou par tout autre moyen de paiement approprié. Une directive qui reste la plupart du temps lettre morte. Du côté du problème des sommes énormes qui circulent de main en main, la banque mobile est en train de changer la donne. Déjà 34% des habitants d'Afrique subsaharienne disposent désormais d'un porte-monnaie électronique. Grâce à son téléphone portable, on peut désormais effectuer des paiements, envoyer et recevoir de l'argent dans les villages les plus reculés. À la journée, on peut avoir 50 ou bien 30 clients comme ça. Par jour, le chiffre d'affaires peut arriver 200 000 ou 300 000 comme ça. On peut déposer au moins 10 millions en allant 11 millions.
Mais concernant les retraits, on peut faire quelque chose de 5 à 6 millions comme ça. Mais les transferts, ça peut monter à 9 millions de francs CFA. Ça permet de pouvoir effectivement amener la banque vers les populations les plus éloignées à des coûts relativement réduits. Et l'avantage aussi est qu'il y a une certaine sécurisation. Et les populations peuvent directement y accéder. Microfinance et mobile banking, deux révolutions majeures dans l'offre de services financiers à des millions de personnes jusque-là exclues des circuits financiers classiques. Face à la percée de ces deux nouveaux acteurs, la banque classique africaine est obligée de se réinventer. C'est le moment de retrouver notre invité, Valentin Mbozo. Il est le directeur général du GIMAC, le groupement interbancaire monétique de la CEMAC, qui regroupe les 6 pays d'Afrique centrale. Ingénieur télécom et diplômé de l'École des Arts et Métiers de Paris, il a lancé avec succès la carte de paiement GIMAC. Et en quelques années, elle s'est hissée au rang des grandes cartes internationales avec plus de 10 millions de transactions. Il répond aux questions de nos journalistes François Baudry et Aboubacar Sidik Mounchili. Bonjour Valentin Mbozo. Première question, quand on lit la presse, on a le sentiment que votre organisation s'est lancée dans une vraie révolution dans les domaines de la monétique, avec des innovations que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. En termes simples, c'est quoi ce que vous appelez l'écosystème GIMAC Pay ? Je ne sais pas si c'est une révolution, mais c'est possible. Le GIMAC, qui est l'organisme de la sous-région Afrique centrale, en charge de la mise en œuvre de la monétique et de sa promotion, la monétique interopérable. L'écosystème GIMAC Pay, c'est un ensemble de services autour d'une plateforme qui fait l'interopérabilité des cartes bancaires, l'interopérabilité des mobile money et agrège aussi ou fait interopérer ces deux environnements avec les transferts d'argent. Mais pourquoi avoir intégré également les transferts d'argent venant de l'étranger ? Pourquoi des transferts d'argent venant de l'étranger? Parce que le règlement sur le change dans la sous-région désormais est très limite pour tout ce qui est transfert de fonds vers l'étranger, compte tenu de plusieurs aspects économiques, de préservation de la région en termes de fuite des capitaux, d'évasion fiscale, de financement du terrorisme et que sais-je encore, plusieurs mots de blanchiment qui minent les lieux. Est-ce que tout ça n'était pas prématuré quand on sait que le taux de bancarisation ne dépasse pas 15% en Afrique centrale? C'est le taux le plus bas du continent. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas prématuré. Bon, si peut-être la carte bancaire était un peu liée à la banque en tant que telle, à la bancarisation, force est de constater que pour ce qui est du mobile, c'est monsieur tout le monde. Le mobile, c'est presque dans certains pays, certains des 6 pays de la CEMAC, 100% d'utilisateurs. Et même voire certains ont plusieurs mobiles. Donc sur ce point, le paiement mobile, la monnaie mobile a vraiment conquis les ménages et les consciences. En 2015, vous avez lancé avec succès votre première grande innovation avec la carte du GIMAC. Mais à quoi me sert cette carte si j'ai déjà dans le portefeuille une carte Visa, Mastercard ou American Express? Elles sont en concurrence, non? Bien sûr que oui, c'est des cartes qui sont en concurrence, mais la carte GIMAC, en termes de coût, je ne dirais pas qu'elle coûte 3 fois rien, mais c'est tout comme. Donc c'est une carte qui est concurrentielle, au même niveau de sécurité. Pour les 96% des ressortissants de la CEMAC, ils ont un outil qui leur permet de circuler une mobilité extrême, une facilité, une sécurité, parce que transporter du cash comme ils en avaient l'habitude, ça coûte. Et il n'y a pas le change, parce que, attention, quand vous faites des transactions vers nous, avec des cartes internationales dans la zone, des fois les compensations se font en dollars ou en euros et tout cela. Donc voilà des points d'avantage de cette carte. Bon, mais alors ça veut dire que les cartes de crédit qu'on appelle les grandes cartes, Visa, etc., n'ont plus aucun intérêt.
Je ne sais pas si je dirais que les grandes cartes n'ont plus d'intérêt, mais je pense quand même que ce qu'elles étaient il y a quelques années a quand même été rogné. Parce que je prendrai seulement la zone Afrique centrale. Quand vous prenez l'Afrique centrale, bon, maintenant le JIMAC c'est parti de 0% de part de marché il y a quelques années, pas grand-chose. Et à aujourd'hui 22%, talonnant Visa pas très loin, et devant les autres opérateurs de la sous-région. Et même nous sommes en train d'aller beaucoup plus loin, parce que fort d'une instruction qu'a pris le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale en 2018, visant à décloisonner tous les paiements de la sous-région, pour pouvoir avoir une visibilité, tracer les flux, etc. Nous traitons pour tout ce qui est des cartes, les transactions des cartes émises par ces opérateurs-là, ces internationaux, Visa, Mastercard, Union Pay, nous les traitons quand les cartes ont été mises localement, ça passe par le JIMAC. Quel est le principal avantage de la carte JIMAC? Ce serait diviser le coût des commissions de transaction par quelque chose de 2 à 3, voire un peu plus, dans certains pays de la CEMAC ou de l'UEMOA, comme vous parlez des pays de l'UEMOA. Et même aussi, vous savez, il y a ce qu'on appelle le coût de possession de la carte. Il y a des cartes, je ne cite pas pour ne pas faire de la contre-publicité, de certains opérateurs, certains réseaux internationaux, comme on les appelle, les réseaux internationaux, qui vont à plus de 200 000 à 300 000 francs CFA pour être possesseur d'une carte, la louer, l'utiliser pendant une année donnée. Et la carte JIMAC, c'est peanut, ça ne coûte pas grand-chose. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Argent mobile, modernisation du secteur bancaire, rien ne serait possible sans le développement des télécommunications. Et justement, Djibouti est une rareté dans ce domaine. Le territoire de la Corne de l'Afrique est en effet au croisement de câbles sous-marins internationaux dont l'opérateur national se charge de la surveillance. À la clé, des services très innovants à acheminer au reste de l'Afrique. Mais les entrepreneurs djiboutiens commencent à s'intéresser également aux possibilités de développer le paiement mobile dans le pays. Pour mieux comprendre, nous avons commencé par suivre Kadra Douxier, une jeune PDG de start-up qui veut faire payer ses compatriotes avec un téléphone. Regardez. C'est la fin de l'après-midi à Belbela, un quartier très populaire à l'ouest de la capitale Djibouti. Kadra Douxier, une jeune entrepreneuse, fait la tournée de ses partenaires et clients. 4000 abonnés et 100 boutiques. Son entreprise de télécommunications a développé une plateforme de mobile spécialisée dans le paiement électronique. Ce service est aujourd'hui très connu en Afrique de l'Est comme moyen de paiement, mais il est nouveau à Djibouti. C'est vers ceux qui en avaient paradoxalement le plus besoin que s'est tourné Kadra. Nous avons approché le programme alimentaire mondial parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec les transferts électroniques dans les pays voisins. En Somalie, en Éthiopie, au Kenya. Nous les avons approchés et ils ont vraiment été très contents des services qu'on leur proposait parce que ça leur facilitait tout le transfert d'argent qu'ils allaient faire. La distribution de vivres se faisait manuellement et actuellement, le process a complètement changé et de l'argent est transféré directement vers les bénéficiaires qui vont eux-mêmes à leur tour aller acheter vers les marchands quand ils ont le temps. Ça leur fait gagner du temps, respecte leur humanité, ça ne leur fait pas faire de longues queues. C'est un avantage en fait pour tout le monde. L'ouverture de ce type de service innovant, Djibouti la doit en tout premier lieu au réseau mobile mis en place par l'opérateur national Djibouti Telecom. Il dessert 366 000 abonnés mobiles, un chiffre qui peut sembler modeste à l'échelle du continent. Mais Djibouti a un atout considérable, dissimulé derrière ce mur, dans un quartier discret de la capitale. Nous sommes dans la station de câbles sous-marins d'Aramous. C'est l'une des stations où transitent les câbles sous-marins transcontinentaux à Djibouti.
Voici 4 des câbles qui desservent le trafic Internet d'une grande partie de l'Afrique. Ce que je tiens dans la main, c'est un échantillon des câbles sous-marins tel qu'il existe réellement. Il y a des pays qui n'avaient même pas aucune connectivité au réseau sous-marin comme Comores, Mogadiscio, la Somalie. Vous pouvez voir aussi même Madagascar et Mozambique aussi. Donc aujourd'hui, grâce à ces câbles, nous avons tous ces pays qui ont accès aux télécommunications internationales. Au total, pas moins de 7 câbles sous-marins, dont 3 internationaux, passent par Djibouti. Ils sont interconnectés et le territoire joue un rôle capital dans la maintenance du système et la fourniture de toute une gamme de services Internet associés. Djibouti ambitionne en effet de devenir un data center à l'échelle du continent africain. Déjà, une dizaine d'opérateurs et de fournisseurs d'accès à Internet étrangers sont installés dans ce data center ouvert en 2013. Depuis ces serveurs, ils font transiter leur trafic à Djibouti, puis à travers ces câbles sous-marins, d'un continent à un autre. Nous avons une position géostratégique qui est unique dans la région. Aujourd'hui, il y a plus de 30 opérateurs africains qui sont desservis à partir des Djibouti pour tout leur trafic Internet. Nous avons investi ces 10 dernières années plus de 10 millions de dollars justement pour donc, faire atterrir ces câbles transcontinentaux à Djibouti. Donc là, aujourd'hui, nous avons cette position unique pour les câbles transcontinentaux internationaux. Il n'y a pas un autre pays qui dispose d'autant d'infrastructures. Des infrastructures de pointe à l'international et de nouveaux projets de câbles sous-marins en perspective. Mais à Djibouti même, tout le monde n'est pas encore convaincu d'obtenir le meilleur service au meilleur prix. Dans les cafés Internet de la capitale, les utilisateurs ont noté une amélioration de la connexion, mais ils sont encore réservés sur le coût du service. Oui, c'est cher, mais en tout cas, il y a la société de Djibouti Telecom qui essaie chaque jour et qui essaie d'améliorer et de baisser le prix. D'accord. Alors comme nous sommes un pays d'Afrique, alors on espère que ça s'améliore. Le gouvernement veut mettre à profit ces avancées technologiques pour améliorer la qualité de ses services administratifs. Depuis 2016, une nouvelle agence intergouvernementale travaille au chantier de la normalisation des réseaux informatiques de l'État. Il s'agit entre autres de bâtir le premier portail gouvernemental pour faciliter les procédures administratives. La nouvelle agence héberge également un data center. Le data center répond à une question essentielle de pouvoir mutualiser les ressources informatiques de l'État. Certains disposent d'outils et de moyens plus avancés que d'autres. Le data center répond à cette défaillance en termes de disponibilité de ressources informatiques. En même temps, il répond surtout aux exigences de sécurité. Le secteur privé, notamment bancaire, veut aussi être au rendez-vous de ce nouvel âge des télécoms à Djibouti. À la Banque centrale, le gouverneur Ahmed Osman a anticipé. Nous avons mis en place tout un dispositif juridique qui permet à tous les opérateurs de mettre en place le mobile banking. C'est ouvert aux banques, c'est ouvert à Djibouti Telecom, c'est ouvert à tout autre opérateur qui ne serait pas une banque ni Djibouti Telecom. Tout le monde peut faire du mobile banking à Djibouti. Retour à Belbela, où Katra Douxier s'est préparé depuis longtemps à lancer son service de paiement mobile à tous les Djiboutiens. Il y a tellement de services innovants à mettre en place. Le besoin est là. Il faut des acteurs, des secteurs privés pour mettre en place ces services. De Belbela au centre de Djibouti, les clients mobiles attendent ces offres. Les banques, qui savent que leur croissance dépend aussi de leur capacité à offrir ces services de paiement mobile et de e-banking, se préparent à être au rendez-vous. Quant à l'opérateur Djibouti Telecom, qui a le monopole du transport des télécommunications, il s'est déjà positionné sur un marché lucratif, une plateforme globale pour permettre à tous les acteurs d'offrir le paiement mobile à leurs clients.
Nous retrouvons notre invité pour la deuxième partie de notre entretien de la semaine. C'est l'occasion d'aborder sans détour les questions sensibles comme la taxation des transactions financières par les États, mais aussi de découvrir l'autre Valentin Mbozo, l'homme engagé aux côtés des jeunes porteurs de projets innovants. Vous venez de vanter les mérites de votre carte face aux mastodontes Visa, Mastercard, UnionPay et autres, mais qui possède cette carte dans les 6 pays d'Afrique centrale? Au départ, il y a quelques années, la carte était une affaire élitiste. Il n'y a pas longtemps que la carte est devenue un outil, monsieur tout le monde, même ceux qui n'ont pas de revenus, ils peuvent avoir une carte. D'après la Banque centrale, les transactions dans le secteur du mobile-monnaie ont explosé de plus de 1000% dans la sous-région. 6 milliards en circulation aiguisent évidemment les appétits des États. Le Congo vient d'instituer une taxe de 20% sur les transactions financières électroniques et le Cameroun a aussi un projet de ce type dans ses cartons. Qu'en pensez-vous? Quelle est la position du JIMAC? Je vous remercie de me poser cette question qui est très prégnante. La position du JIMAC est celle-ci. La bataille du développement et de l'émergence dans notre sous-région est une bataille de lutte contre le cash, qui est très difficile à gérer pour des économies véloces, agiles, dans un contexte de mondialisation. Alors maintenant, que de peine le digital a eu à convaincre des gens qui étaient habitués au cash à changer d'habitude, à croire au digital et aller vers le digital et à réduire leur usage du cash. Les décisions gouvernementales sont au-dessus de nos petits jugements. Mais si je peux me permettre de dire quelque chose, je redoute seulement que le renchérissement du coût des commissions de transactions digitales freine l'élan des populations à aller vers la réduction du cash. Et maintenant, Valentin Mbozo, parlez-nous un peu de vous. En vous écoutant, on sent bien l'homme passionné. Au-delà de vos responsabilités professionnelles, vous êtes largement engagé dans le développement du digital à l'échelle africaine. Vous donnez des cours à des étudiants, vous conseillez des organisations. Pourquoi ce véritable sacerdoce? Moi, monsieur Valentin Mbozo, j'ai étudié en France. Dans mes années supérieures, je sortais d'un lycée de Brousse au Cameroun, appelé lycée de San Melima, à 200 km de la capitale. Et je suis sorti de la classe terminale de ce lycée, je suis arrivé en France. Et j'ai fait de très bonnes études à mon niveau. J'ai étudié les télécoms à l'Institut national des télécoms à Paris, où l'accès était sur concours très difficile, nous n'étions pas nombreux, j'ai pu faire ça. Et j'ai fait d'autres choses, j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui un Master 2 au Conservatoire national des arts et métiers. Avant ça, je voulais devenir mécanicien, j'ai fait un Master en mécanique, en modélisation et simulation mécanique. Mais à cette période de votre vie, on est encore loin du Cameroun et de votre mobilisation pour le continent, non? Et quand je suis en France, après mes études, je me dis, je n'ai rien à faire ici, on a besoin de moi en Afrique. Je suis rentré en Afrique et je me suis dit, mais pourquoi mes camarades qui étaient des camarades de classe fabriquent des avions aujourd'hui, des satellites, ou que sais-je encore, des vaccins, etc. Et moi, l'ingénieur africain, parce que j'ai la peau noire, qu'est-ce que je peux faire? Mais pourquoi avez-vous choisi d'aider les jeunes plutôt que de prendre une place d'ingénieur quand on sait qu'on manque de main-d'œuvre qualifiée en Afrique? Quand j'ai regardé dans mon environnement, j'avais un certain savoir et je me suis dit, je vais les diffuser, les partager même gratuitement, coacher des jeunes, amener les gens. Et ce n'est pas tout. Et mes origines aussi très modestes m'ont montré que l'école, ou le savoir, ou les savoir-faire, c'était des capitaux à n'en plus finir. Comme nous, les Africains, nous n'avons pas beaucoup d'argent, au moins il fallait cela. Et regardez un peu dans les économies du monde qui se portent les meilleurs, bien, c'est là où des gens sont bien formés et ils entreprennent, ils construisent, ils innovent, ils élaborent
à chaque instant. Donc je demeure aujourd'hui ouvert à tous les jeunes, à tous ceux qui dans la société africaine veulent entreprendre dans les métiers où j'ai la moindre expertise, même s'ils venaient à m'inviter à intervenir dans leur projet ou leur réalisation bénévolement, je le ferai. C'est pour l'Afrique. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Valentin Mbozo ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous!